Bonjour à tous. Bonjour. Je vous invite voilà, toutes les personnes qui interviennent là aussi. Il y avait Benjamin, je crois. Voilà, allumez bien sa caméra et tout. Hop, hop. Donc, je vais Voilà. pouvoir épingler ici. Santé. Il y a Maëlle. Hop. Coucou Alex, ça va? Bien, merci. Et toi? On va adorer parce qu'on est dans le verre, on a un Saint-Aubin, les Murgés dans le Chien 2018 de notre ami de Rhin. Et du soleil. Ah oui, c'est vrai que tu as du soleil. Ah bon, attends. Qu'est-ce que c'est compliqué de vivre dans le sud? Ah, on va pas se plaindre. Tiens. Ça va mieux là? Moi, je suis un peu, je suis en mode camouflage zébré. Voilà. C'est un hommage aux Bretonnes. Bah voilà, c'est sûr, oui, tout à fait. Alors, on est sur une session de dégustation un petit peu particulière. On aura deux invités, une ancienne élève, Pauline, et son chef sommelier, qui sont, donc il y a un restaurant qui est en Marocco La Greco, du restaurant Mirature, 3 étoiles Michelin. Donc ils sont venus passer un petit moment, donc on leur passera la parole aussi. Et si vous le voulez bien, on va commencer ce thème donc aujourd'hui voilà sur l'intuition. On a plein de choses à vous dire avec Alexandra et Justine, puisqu'on a fait on a fait une vraie découverte il y a 3 semaines. On en parlera avec Iris Formation. Je vous passerai une petite vidéo qui n'est pas très longue, qui fait 4h30. Ah. Combien de temps? Trois fois rien. Une petite vidéo rapide, mais on va peut-être déjà faire on a voulu ce soir donner principalement la parole à Alexandra, qui est Madame Intuition chez nous, euh, par tout son travail qu'elle a fait sur de ce qu'elle nomme, qu'on nomme voilà, l'approche intuitive, sensible, vivant, tout ça. Donc, on parlera beaucoup de cette dimension et je lui céderai la parole. Et puis, on a invité aussi plein d'anciens diplômés de chez nous, des personnes qui ont aussi fait le certificat de dégustation, pour qu'ils nous disent un peu de l'intérieur comment la dégustation intuitive, comment cette approche avec l'intuition, qui est d'abord une approche empirique, et maintenant qu'on arrive à rationaliser avec des données scientifiques, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a un vrai fondement scientifique dans tout ça. Donc, on voulait partager tout ça avec vous et donner la parole à des gens qui ont vécu l'expérience pour la partager avec vous. Voilà. Donc, peut-être on fait un rapide tour de présentation et ensuite, on pourra dans le vif du sujet avec quelques questions. Honneur aux dames, je ne sais pas, peut-être Alexandra, je te laisse te présenter et présenter voilà, quelle est ta passion pour ce sujet. C'est plus une passion, c'est une obsession dévorante, bienveillante, si je puis dire ça comme ça. Voilà. À toi, la main. Très bien, merci pour la main. Du coup, bonsoir à tous. Enchantée de vous rencontrer virtuellement. Du coup, pour présenter un petit peu mon parcours en 2 mots, puisque c'est ce parcours qui m'a amené qui m'a invité à rencontrer la dégustation de cette manière. Donc moi, je suis sommelière. J'ai un parcours classique en restaurant gastronomique étoilé. Et puis ensuite, j'ai passé beaucoup de temps dans le vignoble jusqu'à travailler dans le vignoble. Et en fait, la vie m'a amenée à travailler beaucoup auprès de vignerons qui travaillaient le vin de manière artisanale en lien avec le vivant. C'est-à-dire grosso modo l'inverse de la production très industrielle. Et Tu as passé beaucoup de temps, entre autres, au domaine viré, qui est quand même un domaine très connu pour ses prises de position fortes, hein, voilà. Sans les commenter, mais juste qui a un style et un message particulier. Ouais. oui, voilà, ça a été le premier domaine dans lequel je suis allée travailler. Je suis restée 1 an. Et j'ai découvert clairement un autre monde. Le papa de Philippe Viret, qui est le vigneron, enfin, est toujours radiesthésiste, tu sais, sourcier. Voilà. Et donc, moi, j'ai découvert cet univers-là que je ne connaissais pas. Et on va dire que depuis ce jour-là, ma vie et mon lien au vivant a complètement changé. Je me suis rendu compte que qu'on pouvait rencontrer, que ce soit un vin, que ce soit la nature, que ce soit un endroit, que ce soit une plante, que ce soit le lien à l'alimentation, eh bien, de manière différente, et revenir peut-être
recréer ce trait d'union sur cette dimension archaïque qu'on a tous, qui était issue du chasseur-cueilleur, c'est de sentir, de goûter, de savoir si c'est bon pour nous, si ça résonne quelque part. Et du coup, voilà, c'est des choses qui m'ont passionnée, très intéressée. Et depuis, mon chemin a été varié de rencontres, de vignobles, de dégustations et de formations dans différents milieux, toujours Bon, la première impression est la bonne, comme on dit. pour développer, voilà, continuer à cheminer dans cette rencontre-là, qui est plus instinctive et plus en lien avec le cœur, les tripes et l'esprit. Merci Alexandra. Je te remercie. On va continuer avec les dames. On va peut-être demander à Séverine, qui nous appelle de sa belle Normandie, de dire un petit mot. Voilà, tu te présentes rapidement. Ok, donc bonjour tout le monde. Moi c'est Séverine, j'ai 35 ans. Moi je suis issue de la restauration. J'ai fait 16 ans de restauration, donc surtout dans l'événementiel. Du coup cette année a été un peu une décision de travailler dans le vin. C'était quelque chose que j'avais beaucoup en tête depuis très très longtemps. Du coup, cette année m'a permis de le faire. Et donc, j'ai fait la formation Franck Thomas. Donc, j'ai commencé en février 2023 et j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme là en 2024, en février 2024. Brillamment, bravo, hein. Bravo. Merci à toi. Peut-être un petit mot, on va parler à nos amis bretonnes, Maëlle ou Jasmine. Bonsoir à tous, donc moi c'est Jasmine. Je suis aujourd'hui caviste en Bretagne à Dinard et j'ai fait la formation en septembre, enfin qui s'est terminée en septembre dernier du côté de Vitry en Bretagne. Pour moi le vin c'est arrivé un peu par hasard, je savais pas trop si ça allait me plaire et je me suis lancée et finalement voilà, aujourd'hui ça fait vraiment partie intégrante de ma vie si je puis dire. Et du coup la dégustation intuitive y a fortement, fortement participé à cette manière d'aborder le vin. Maëlle? Bonjour tout le monde. Du coup, je rejoins un petit peu l'histoire de Jasmine puisqu'on s'est rencontrés à l'école à Vitry l'année dernière. Et du coup, de même, je me suis lancée dans le vin un petit peu par hasard. Et puis, Alexandra est venue du coup intervenir dans notre formation il y a plus d'un an maintenant. Et elle nous a vachement connectés au côté vivant du vin et puis intuitif. Euh, et puis c'était vraiment le côté du coup que j'ai développé et que j'ai le plus apprécié entre guillemets, euh, dans dans le vin. Et maintenant, je me suis réorientée vers le travail à la vigne. Maintenant, Dans les Bourgogne, maintenant, dans les vignes. là, Un petit mot peut-être, Christian. Après, je passerai le mot à Benjamin. Bonsoir tout le monde. Enchanté et un plaisir d'être là parce que c'est une reconversion. Donc l'univers du vin pour moi est une reconversion professionnelle que j'ai entamée en 2022. J'ai attaqué la formation Franck Thomas sur Lyon. Et l'idée, pourquoi je suis parti sur cette formation, c'est que dans ma vision de l'univers du vin, dans ma vision de la vie, c'est vraiment cette notion de partage, d'émotion, qui m'importe beaucoup plus que vraiment la technicité du vin. Et j'avoue que d'avoir rencontré la dégustation intuitive lors de ces formations m'a laissé entrevoir une opportunité on va dire, de dingue, d'apporter et de rendre beaucoup plus inclusif cette approche-là. Benjamin? Oui, eh bien, bonsoir à tous. Ravi aussi d'être là ce soir. Donc moi, c'est beaucoup plus modeste hein, parce que je travaille pas du tout dans le monde du vin. Par contre, je pense avoir une vraie passion pour le milieu vitivinicole. Bah, Euh, tout ce qui est passionné, j'ai- hein. hein? Avec tout ce que tu balances sur Instagram. Ouais, ouais, je balance des trucs, mais voilà, c'est une passion. Hein, j'en ferai pas mon métier, en tout cas pas pour l'instant, mais en tout cas, avec passion, voilà, j'apprécie tout ça, tout ce domaine. Donc j'avais fait d'autres formations, mais c'est vrai que j'ai voulu compléter un peu avec la formation certificat à la dégustation, avec la partie géosensorielle aussi, qui est très intéressante, et la partie intuitive. Et c'est vrai que la partie intuitive, je l'aborde avec un peu une double casquette de curiosité
parce que je suis psychologue de formation, j'ai fait de la psychologie cognitive et de regarder un petit peu comment on peut appréhender toutes ces notions-là à travers d'autres domaines que celui de la psychologie ou d'autres choses qui sont connues par ailleurs. Je trouve ça intéressant de regarder comment ça peut être exploité. Et aussi avec beaucoup de curiosité parce que là, je suis avec plein de gens aujourd'hui qui ont plus d'expérience que moi là-dessus, plus de recul. Et comme moi, la formation, je l'ai faite au début de l'année, je suis un petit peu tout seul dans mon coin à essayer de regarder, de lier la partie qu'on a pu faire pendant le certificat de dégustation avec ma pratique. Mais je m'aperçois que je suis toujours en train d'être sur la frontière entre des ressentis émotionnels et des choses qui sont de l'ordre sans doute de l'intuition, etc. Donc j'essaye voilà, de tirer le trait, de regarder comment on peut tirer un peu le trait, le fil sur tout ça. Donc je vais être beaucoup à l'écoute, mais je pourrais partager pour tous ceux qui ne sont pas dans le vin comme vous, comment moi j'ai appris ça pendant la formation et comment je m'en sers aujourd'hui, parce que je trouve que c'est très, très complémentaire et c'est intéressant de le faire comme ça. Alors, Voilà. juste pour reposer et après je passerai la main à Alexandra, juste pour reposer le cadre de la dégustation intuitive, c'est une pratique que j'ai initiée au sein de l'école en 2008. En 2008, j'étais frustré, et Alexandra peut en témoigner, parce que c'est une ancienne élève que j'ai formée en 2008-2009, où j'étais encore classique dans mon approche du vin. Voilà, on regarde, on sent, on déguste, etc. Ça fonctionne très bien aussi, hein, ça marche. Mais en 2009, je trouvais que c'était. Moi, j'ai beaucoup développé la méditation, le côté intérieur, le travail sur moi-même. Et j'avais une fonction dans ma vie entre ce que je vivais à titre perso et ce que j'enseignais dans le vin. Donc, j'ai eu l'idée, pour différentes personnes, de créer un groupe de recherche. Donc, dans ce groupe de recherche, il va y avoir des sommeliers, des vignerons, en, voilà, des vignerons de différentes régions. On va aussi ouvrir ce groupe à des philosophes, à des musiciens, à une professeure de calligraphie japonaise, à un guitariste. Enfin, voilà, on va aller chercher dans le milieu artistique aussi de la sensibilité, de l'émotion, du ressenti. Et on va, pendant 3 ans, se réunir plusieurs fois par an. Et on va faire plein d'expériences très bizarres, d'autres plus classiques. 70% de ce qu'on a fait n'a strictement servi à rien. Euh, Mais petit à petit, ben, on va se rendre compte qu'on peut aborder le vin. Donc, la dégustation analytique qu'on connaît, je regarde, je sens, je goûte. C'est-à-dire que je suis en posture haute par rapport au vin. C'est-à-dire que je vois le vin comme un objet. Et si je suis amateur, ben, j'ai 10 ou 20 critères. Si je suis professionnel, j'en ai 50. Et je vais faire rentrer une émotion liquide dans un cadre mathématique. Alors, la dégustation analytique, elle est est aussi très aléatoire et très subjectif, puisque, enfin, de toute façon, la dégustation, par définition, est subjective, hein. Mais cette approche-là, elle est concentrée sur le vin, sur le verre, sur la dégustation, sur le millésime, enfin, sur plein de paramètres. Et on a oublié fondamentalement une chose très importante, c'est le dégustateur. Pourquoi? Parce que l'état émotionnel du dégustateur, l'état de disponibilité du dégustateur influencer ses perceptions. Donc, la dégustation intuitive, c'est très simple. On ne cherche pas, on écoute le vin. Donc, pour écouter le vin, il faut faire le silence en soi. Donc, on va porter un masque. En 2011, moi, j'ai eu l'idée avec le groupe de faire porter un masque à nos apprenants. Mais en 2016, donc Gabriel Lépousé, qui est neuroscientifique et chercheur à l'Institut Pasteur, nous a donné un éclairage scientifique là-dessus. Au bout de 3 minutes, le cerveau réorganise les connexions synaptiques. Au bout de 3 minutes, quand on est dans le noir. Et en dégustation intuitive, on va sentir ou goûter, on va pas faire deux choses à la fois. Pourquoi? Parce que pour bien faire une chose, il faut la faire en profondeur. On va aussi passer par un protocole de lâcher prise ou de détente. Ça peut être de la sophrologie, de la visualisation. C'est ce qui est aussi utilisé dans le sport de haut niveau. On va faire attention à sa posture, avoir les pieds bien ancrés dans le sol, à être un peu disponible comme ça. Et on va goûter le vin, par exemple. Voilà, les yeux fermés, je goûte le vin sans le sentir, les yeux bandés, et je vais écrire tout ce que je ressens. Donc on va aller se connecter au vin dans la dimension émotionnelle, dans cette dimension sensorielle, dans cette sensorialité-là. Et ce qui est intéressant, Benjamin, je pourrais te passer le mot là-dessus parce que tu es un peu plus dans le domaine que moi. Mais voilà, il y a différents courants de psychologie ou d'approche de la psyché. Et un des courants, c'est la symbolique, en fait, sur l'étude des rêves de Jung, etc. Donc on va être un peu dans ce champ-là avec pas du tout un objectif thérapeutique, mais le vin va s'adresser à vous
par la dimension émotionnelle. Et la dimension émotionnelle, elle est super importante parce que c'est par exemple, c'est la même chose que font les nez en parfumerie. Quand ils veulent mémoriser des arômes, ils relient un arôme à une émotion forte, à une émotion impactante. Voilà. Alexandra, est-ce que tu veux dire un mot peut-être complété? Moi, je donnais une approche très pratico-pratique. Toi, tu le vois dans la notion du vivant, etc. C'est intéressant peut-être que tu dises un mot là-dessus et ensuite on va passer la main à nos compatriotes pour qu'ils commentent un petit peu leur contribution. Euh, moi, je peux compléter avec deux retours d'expérience aujourd'hui que je commence à avoir de manière quantitative aussi. Quand on parlait tout à l'heure de cet aspect un petit peu archaïque, instinctif que nous avons tous, il y a un exemple qui va parler à tout le monde, que je donne souvent en formation. Certains d'entre vous l'auront peut-être déjà entendu, je m'excuse, mais euh, imaginez que vous êtes en hiver, vous marchez dans la neige, il fait froid, vous êtes transi par le froid, et bon, en fin de journée, vous rentrez, vous allez vous poser auprès d'une cheminée. Bien, c'est Et en fait, ce ressenti de transi, de froid, de rejet en fait de cette salade de concombre, si elle n'est pas instinctive, c'est que de l'instinct ça. Ça, c'est le corps qui dit attention, pas bon. Parce qu'un médecin chinois expliquerait que le froid, l'acidité, le cru va pas être bon pour le foie, va pas être bon pour les reins, va pas. Et donc là, c'est vraiment le corps qui dit ah non, on a besoin de tout sauf de ça. Donc pour la salade de concombre, quand on est transi par le froid, c'est évident un petit peu pour tout le monde. Mais le vin qui a été un produit, ce mot est très vilain, mais qui a été un produit de plaisir gustatif, eh ben, on a perdu ce lien avec qu'est-ce qui me fait du bien. Donc sur cette notion un petit peu instinctive, c'est revenir à cette écoute, revenir à cette conscience qu'on a tous ça en nous. Et souvent les gens disent, ah ben oui, mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Non, on est plus ou moins fermé à ça, mais on est tous sensibles à ça. C'est dans nos gènes. Et autre chose pour compléter ce que tu disais, Franck, dans la notion de technique, c'est que quand on goûte un vin, et on est tous pareils, et c'est absolument normal, quand on goûte, eh ben, on veut trouver, et on veut savoir, et on veut lire. Alors qu'en fait, la première chose à faire, c'est comment ça se passe pour moi. C'est-à-dire que quand il faudrait goûter un vin 18 fois pour pouvoir avoir une image de ce vin-là. Goûter un vin une fois, c'est comme prendre une maison avec plusieurs côtés et plusieurs fenêtres et regarder que par une seule fenêtre. On va avoir à un instant T. Parfois, on va avoir la salle de bain, des fois, on va avoir la cuisine, des fois, on va avoir le salon. Ben, quand on goûte un vin une fois, c'est ça. Donc, l'idée, c'est pas de vouloir trouver et de définir tout de suite, mais c'est d'apprendre à rencontrer le phénomène qui se passe en moi quand moi, je rencontre ce vin. Et à force de répétition, on a une lecture qui est plus claire et ce trait d'union se refait et se recrée, quoi. Concrètement, par exemple, si je goûte un vin qui a une caractéristique d'un climat froid, d'un vin acide, etc., on va avoir des images qui vont se répéter. Et un fois une amie dégustatrice qui me disait, moi, mon symbole, c'est quand je goûte un vin avec issu d'un raisin pas mûr, j'ai une vision de quelque chose de métallique, d'un rail de fer, de chemin de fer, etc. Alors, bien sûr, elle ne va pas dire, je vois un rail de chemin de fer quand je déguste, mais par contre, c'est son image intérieure qui lui permet de rendre ce symbole-là. On accueille aussi Nicolas. Nicolas, je crois que je suis ravi de on s'est déjà parlé. Oui, Et donc, toi, tu as fait le certificat de dégustation il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière. l'année Et dernière, oui, tout à fait. je vais pas, je vais faire un peu mariole, mais Nicolas m'a envoyé un mail d'une profondeur incroyable. Et j'aimerais juste voilà, en quelques mots, sans dévoiler ce qu'il y avait dans ce mail, parce que c'était quand même assez personnel. Moi, ça m'a beaucoup touché et je remercie parce que c'était un vrai témoignage de. Enfin, ça fait plaisir quand on reçoit des gens comme ça qui sont hyper touchés par ce qu'on fait. Peut-être en deux, trois minutes, nous dire comment tu as vécu le truc et toi, tu es amateur, hein. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai découvert le vin il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, j'ai eu envie de m'y intéresser. Parce que ouais, je pensais qu'il y avait beaucoup à apprendre.
Et donc, j'ai rejoint votre formation et voilà, ça a été une révélation pour moi parce que ça m'a vraiment conforté dans l'idée que le vin, ça devenait une notion de plaisir pour moi. Et je prenais du plaisir à déguster tout un tas de vins. Et voilà, et c'est vrai que la dégustation intuitive, ça a été une révélation parce que je me suis vraiment rendu compte que bah, et ouais, on pouvait déguster des choses en ressentant beaucoup d'émotions et c'est quelque chose qu'avant, j'avais pas conscience de ça avant. Et donc voilà, ça a vraiment été une révélation pour moi et je vous remercie encore. Et par rapport à mon mail, pour rebondir sur ce que vous voulez dire, bah, c'était mon analyse intuitive à moi sur le ressenti de cette formation. Voilà. Ouais, c'était chouette. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est quand même le vin, ça a quand même été un gros sujet de professionnel avec du vocabulaire, ce côté très riche, etc. En dégustation intuitive, on revient à l'essence de ce qui est dans le vin, c'est-à-dire partager un vin avec des gens qu'on aime, avec des gens avec qui on est bien, boire un coup et dire voilà, ça me plaît, c'est bon, ça me fait du bien. C'est aussi ça d'abord le vin. C'est ça. Benjamin, tu veux dire quelque chose? Ouais, moi je peux juste raconter ce qui m'avait vraiment interpellé pendant la formation que je trouvais assez intéressant. On était une petite équipe de 10-12 personnes là. La plupart étaient novices, hein, pas spécialement spécialistes du vin, voire novices même en termes de formation. Bon, ils aimaient boire du vin, etc. Mais sur ce qui a été partagé là, le côté on se bande les yeux, on se met dans un état d'esprit assez tranquille, donc on boit le vin vraiment à l'aveugle, et après on partage tous comme ça, donc les 10-12 à la file, ce qu'on a ressenti. Et c'est étonnant quand même de voir qu'à l'aveugle, sans savoir si c'est un vin blanc, un vin rouge qui vient du sud, du nord, etc., que les mots employés quand même de vocabulaire, dans allez, 80-90% des cas, c'est des mots qui sont différents mais qui se ressemblent. Il y a des choses communes et qui ont attrait au chaud, au froid, à l'acide, à l'acerbe ou au doux, à la suavité, etc. Et donc, que ce soit un paysage, que ce soit, on reprenait le cas de la cheminée, quelque chose de réconfortant, qui crépite, on est à Noël où on se balade dans la nature, il y a des brins d'air. Enfin, tout ce qui était évoqué quand même, c'est marrant parce que ça allait quand même vachement sur les aspects voilà, qu'on pourrait retrouver en analytique sur le vin, mais avec des mots très simples, avec des choses accessibles, dans du vocabulaire de la vie de tous les jours, pour que chacun puisse comprendre. Donc, c'est vrai que j'ai bien compris à ce moment-là le pont qu'on peut faire quand on ne connaît pas le vin, qu'on est novice, qu'on a un petit peu peur du vocabulaire ou qu'on se dit qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas fait pour, etc. Bah, de commencer par là, ça fait vraiment un vrai pont vers comprendre les climats, comprendre l'influence des climats sur le vin, voir des étapes de vinification, etc. Donc c'est vraiment la capacité à mettre le pied à l'étrier qui est vraiment intéressante. Mais par contre, j'ai aussi découvert beaucoup sur moi, c'est-à-dire que même comme ça, quand on connaît un peu le vin, qu'on connaît la partie analytique, finalement, de retomber sur, allez, je ferme mes yeux, je me laisse couler, je regarde un peu ce que ça me fait, etc., et de ressentir des sensations. Ce que tu disais, Alexandra, tout à l'heure sur la fenêtre, la chambre, la salle de bain, etc. Finalement, je m'aperçois, moi, quand je déguste mes vins, je bois voilà, essentiellement le week-end, et généralement, on est deux, tranquille, et puis ma bouteille, elle me fait le samedi soir, le dimanche, et donc elle vieillit d'un jour sur l'autre. Et en fait, la même bouteille où on se dit, tiens, allez, je ferme les yeux, je regarde ce que ça me donne comme sensation, de regarder l'évolution, etc. Je trouve ça vraiment hyper intéressant et vraiment, enfin, pour ça, c'est magique, quoi. Donc voilà un peu vraiment les grandes lignes de cette formation sur les vocabulaires que les gens emploient naturellement et qui vont quand même dans une description du vin de manière assez intuitive, effectivement, pour décrire voilà, les caractéristiques du vin, mais avec ses mots, ses ressentis. Et ça, c'est fort parce que 80% des gens qui partagent un vocabulaire ou un champ lexical qui va dans le même sens, de l'éprouver quand on est seul dans son coin, c'est pas pareil, mais de l'éprouver quand on est en équipe comme ça et qu'on fait, alors pendant la formation, c'est fort parce qu'on fait quand même pas loin de 60-65 dégustations. Ça fait beaucoup d'analyses intuitives sur les 5 jours. Donc ça en fait des moments où on voit que ça se cumule et que putain, on dit tous la même chose. C'est assez fort. Bah écoute, merci de ton témoignage. On a deux guest stars qui sont passés là, Victor et Apolline. Vous pouvez peut-être allumer le micro, faire un petit coucou. Ouais. Donc Bonsoir à tous. Victor et Apolline est une ancienne école de l'élève et Victor est chef sommelier au restaurant Chetto à Menton. Enfin Menton, on va pas, c'est pas Menton, hein, je dis des conneries. Roquebrune-Cap-Martin. À Rebrune-Cap-Martin. Donc, c'est un des restaurants qui est accompagné par le chef. Moi, j'y ai mangé récemment. C'est un des poissons où on fait maturer, tu sais, on fait maturer la viande. Eux, ils font maturer le poisson.
Mhm. Et c'est absolument génial. Il y a un travail d'accord mais vin fondamental. Et voilà, peut-être un petit mot, toi, enfin voilà, tu as découvert la dégustation active il y a un quart d'heure, parce que tu as fait ta première il y a un quart d'heure. Exactement. Et Apolline un peu plus, mais comment tu as vécu ça, toi, en tant que sommelier professionnel dans un restaurant étoilé Michelin? C'est déroutant et à la fois, c'est aussi revenir à une dégustation simplifiée. Presque, on va pas aller chercher cette dégustation rapide avec les marqueurs professionnels dont on recherche habituellement l'analyse rapide, efficace et assez personnelle. Je me suis bien laissé transporter par cette dégustation rapide et je me suis fait complètement avoir avec grand plaisir. Ouais, on a fait ça sur un très beau terroir, je le disais tout à l'heure, c'est Dominique de Rhin, je sais toujours Claude, moi je sais pas pourquoi. Dominique de Rhin, donc sur les Murgés dans le Chien, c'est une parcelle qui est au-dessus des Montrachets, donc à Saint-Aubin, au-dessus du Grand Cru de Montrachet. Et c'est un Exactement. vin, enfin déjà le personnage, peut-être Alexandra pourrait dire un mot dessus, c'est un homme qui a un cœur tellement gigantesque, qui a tellement une belle énergie. Et là, c'est un 2018 qui est un millésime solaire. En Bourgogne, ben là, on sent rien. Il y a de la fraîcheur, il y a du terroir, il y a de la vibration, il y a du bonheur, il y a de la joie quand on boit ce vin. Et Très voilà, c'est généreux. intéressant. C'est vraiment très beau. Apolline, tu veux dire un petit mot sur le vin, peut-être? Moi, j'ai eu cette sensation, en effet, ben, très, très chaleureux, très, très, très chaleureux. C'est un vin qui est réconfortant et ouais, c'était assez exceptionnel. Vraiment chouette. Bon, magnifique. Alors, on va peut-être passer, voilà, dans 7-8 minutes, je vais vous passer la petite vidéo sur l'intuition. Et on fera une dernière partie sur cette partie-là. Mais peut-être passer la parole à nos anciens, là, peut-être honneur aux dames, je sais pas, Séverine, tu as fini la formation il n'y a pas longtemps. Donc, la dégustation intuitive, ça a été quel voyage pour toi? Parce que je sais que à Séverine, tu as coupé ta caméra. Bon, elle est partie, elle va revenir. Peut-être Jasmine, tu veux nous dire un peu toi comment t'as traversé. Ah non, non, mais Séverine, vas-y, Séverine, faut que tu allumes ton micro. Bon, Pardon, bah. désolée. Non, non, je t'en Problème prie, il n'y a pas technique. de problème. Donc Séverine, je sais que toi, tu es quelqu'un qui est très branché avec tes émotions. C'est quelque chose qui compte beaucoup dans ta vie. Voilà, donc comment t'as traversé cette expérience-là? Bah alors, moi, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très émotionnel. En fait, le fait de me recentrer sur moi-même, parce qu'en fait, quand on fait une dégustation intuitive, on se ressent vraiment sur soi-même, on est vraiment ancré au sol. Et du coup, c'est vraiment beaucoup d'émotions qui arrivent parce que du coup, on n'a pas de jugement sur le vin avant, en fait, vu qu'on ne connaît pas la couleur ou la région. Et du coup, quand le vin entre en bouche et qu'on est bien recentré sur soi, c'est vraiment un plaisir. On ressent tellement de choses. Et des fois, c'est tellement émotive. Enfin, des fois, je pouvais en trembler ou voilà. Et c'est une très belle perception, une très Alors belle perception. je vais me permettre un petit compliment, Séverine, parce qu'on s'est croisés à BioDays. Voilà. Et quand je vois la façon dont tu as pris du volume et du charisme, je te félicite parce que c'est un plaisir de t'entendre dans une posture différente. Voilà, c'est un titre un peu plus personnel, mais je te félicite pour ça, c'est très chouette, bravo. Merci. Jasmine, tu veux dire un mot là-dessus? Ouais, moi je suis complètement d'accord. Ça a été un peu déjà au premier abord à l'école, on a appris bien sûr la dégustation analytique et ensuite la dégustation intuitive, elle est venue un petit peu après. Donc ça a été déjà un vrai effort de lâcher prise et entre guillemets de désapprendre ce qu'on nous avait appris. Donc de vraiment être dans une posture où on est vraiment à l'écoute des sensations, des émotions pour pouvoir mieux ressentir le vin. Et du coup, ça, c'est quelque chose aujourd'hui où je suis beaucoup plus à l'écoute de mes sensations, de mes émotions. Et où finalement, on se dit pas, bah tiens, c'est bizarre, j'ai cette image-là qui me vient et c'est pas très cohérent. Non, il faut vraiment y aller, se dire, Et t'es enfin, se d'accord faire avec confiance en moi? soi, quoi. T'es d'accord avec moi? L'un n'empêche pas l'autre, hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est deux postures différentes qui se complètent très bien. Mais voilà, c'est deux approches un peu différentes. Il n'y en a pas l'une qui est meilleure que l'autre.
Christophe, tu veux nous dire un petit mot, toi, sur ta traversée de la dégustation intuitive, comment? T'es là, Christophe? Il s'appelle Christian. Christian. Alors, il me semblait bien que que c'était pour. Et Merci, vous Michel. savez pourquoi? Parce que j'ai pas suffisamment bu. Et voilà, et c'est pas, vous n'êtes pas obligé de vous foutre de ma gueule, hein, Il y a pas de souci, François. Euh, Soit. Non, moi, enfin, effectivement, cette dégustation, en fait, là où, enfin, au-delà de ce que moi j'ai vécu personnellement, qui m'a, enfin, effectivement, qui m'a ouvert sur une vision de la chose, enfin, sur des perceptions que je ne pensais pas possible au travers du vin, c'est aussi le fait de prendre ce temps qui est aussi long en fait sur un vin. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure, alors j'ai mangé le prénom. Benjamin. Ouais, voilà, de Benjamin qui a dit, eh ben, c'est vrai que la dégustation analytique, on va vite, machin, on pose les mots. Et en fait, ce côté d'être en conscience dans ce qu'on on fait et dans ce qu'on va goûter, dans ce qu'on boit, et de, voilà, enfin, pas d'interpréter, mais de vraiment ressentir ce côté émotionnel qu'on va pouvoir avoir. On se rend compte en fait surtout que finalement il y a beaucoup de grands vins puisqu'en fait et je dis dans le grand vin dans le sens Quand tu parles de grand vin, c'est des bouteilles avec des gros formats, c'est ça? des Jéroboam, ouais, exactement, voilà. Non, comme on sait, hein, les grands vins, c'est ceux qui amènent des grandes émotions. Et finalement, grâce à cette approche-là, on se rend compte que enfin, ça déconstruit aussi la notion de grand vin qu'on pouvait avoir avant cette approche avec une dégustation classique. Maël, tu veux dire un petit quelque chose? Merci, Christian. Euh, ouais, moi je rejoins aussi ce qu'a dit Alex au début, c'est que ce qui est hyper intéressant dans la dégustation intuitive, c'est que c'est ouvert à tout le monde. En fait, tout le monde a ça en soi. Et donc, professionnel, amateur, juste pour le plaisir, bah, en fait, c'est l'avantage, c'est de pouvoir. Bah, faut juste ouvrir ses portes de ce côté-là et c'est pas. Et récemment, tu es venu à Antibes faire avec Jasmine un approfondissement et je pense que ça a ouvert quelques portes pour toi aussi, non? Ah oui, ouais, il y a un énorme, en plus du vin, il y a un énorme aspect personnel qui se développe aussi à côté. Et ce qu'on a vécu avec Christian, Christophe, je sais plus comment tu l'as appelé, Christian. et Jasmine, c'était quand même assez, ouais, assez intense en émotion Et à travers le parce vin. qu'en fait, on est souvent tourné vers l'extérieur et là, on retourne le regard vers l'intérieur. Mm. Et ça change paradoxalement beaucoup de choses. Alors, je vous propose maintenant qu'on regarde cette petite vidéo qui dure à peu près 4 minutes. Enfin, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout. C'est une vidéo qui est issue d'un reportage de Télématin il y a quelques années sur Iris, l'école de l'intuition. Donc, c'est des personnes qu'on a rencontrées avec Alexandra et Justine moi, je les ai rencontrées il y a 6 mois. On a fait une très belle formation il y a 3 mois. Et c'est des gens qui ont vraiment travaillé sur la notion scientifique de l'intuition. Donc, on va regarder cette petite vidéo, puis après, je laisserai Alexandra commenter un petit peu comment elle a vécu ça. On en partagera ensemble, puis je pense que ça va ouvrir le champ à un certain nombre de questions. Et merci à Monsieur Martinelli qui a partagé quelques petites choses dans le chat en disant voilà que c'est bien sûr un ensemble de sensations sensorielles sur les 5 sens et que le mental n'a pas de place si ce n'est sur l'aspect technique. On est complètement d'accord hein, là-dessus. Alors je vais basculer sur la vidéo. Vous me dites si vous me faites un petit signe si c'est tout OK. Vous la voyez, c'est bon? Mm. Vous me dites si c'est bon? Non, pour l'instant, on voit juste Non, la Ouais, non, plateforme. C'est bon? non, Non, Vous l'avez ou pas? non. toujours Ah, pas. attendez. Je vais essayer de repartager. Voilà. Là, vous l'avez l'écran? on a l'écran, mais on voit qui utilise Chrome. Ah, que j'utilise Chrome, super. Ça va amener pas grand-chose à quelqu'un. Voilà. Alors, attends. Moi, je suis pas vraiment très très bon. Hein. Voilà, desktop 2. Vous me dites si c'est bon là? Vous l'avez? Oui. Ah, Oui, c'est super, bon. voilà. Allez, c'est parti. Ça marche? Est-ce que Il tu n'y as a pas pas le une son option par de contre. On partage n'a de pas de son? son. Vous avez pas de son? Non. Ah là là.
Alors, attends. Est-ce que au moment où tu as partagé la vidéo, tu n'as pas une notion de partager le son avec un Peut-être, clip? bah, comme mon service technique, Justine est partie, donc je me retrouve tout seul avec mon bordel là. Donc, ah, optimiser la vidéo avec le son. Voilà, ça y est. Ah, bah, je croyais que t'étais parti. Ah, Pareil. ah bon, voilà. Heureusement que mon service technique est là, hein. Non, ça, voilà, c'est bon. Vous me dites, là, ça doit être bon là. On voit la vidéo, ouais, Vous l'avez? mais sans le son. Vous avez le son ou pas du coup? Non, pas le son encore. Non. Alors, attends. Ah, peut-être, c'est peut-être sur le casque, ouais, ça doit être ça. Parce que j'ai mis le casque. C'est bon là? C'est bon? On n'a pas le son. Bon, alors attendez, on va y arriver. Là, si je fais ça, un, audio, bah oui, voilà, c'est parce que j'ai fait. Là, ça devrait être bon maintenant. Il fait ton code. Excusez-moi, hein. On n'a pas répété aujourd'hui. Si, on a... Ah, ça devrait être bon là. Qui sont ces gens, ont C'est bon. organisé une journée de l'intuition. Pourquoi faire? Alors c'est à un homme qu'on doit cette journée, il s'appelle Alexis Champion et c'est un docteur en informatique, un docteur en intelligence artificielle comme on dit, et qui travaille au sein d'entreprises privées et publiques comme d'ailleurs le CNRS et qui aide les entreprises, qui aide les employés à développer leur intuition. Il organise des stages et il a lancé donc cette journée. Des ateliers avaient lieu samedi pour nous expliquer comment justement développer notre intuition, car si c'est un don inné, eh ben, c'est un don qui se travaille. Vous allez me dire, certaines personnes sont plus intuitives que d'autres, semble-t-il. Eh bien non. Les gens intuitifs sont des gens qui sont un peu plus branchés sur l'imprévu, sur l'improbable, plus à l'écoute de leurs sensations, moins rigides, moins branchés sur leurs convictions. En clair, moins campés sur des rails dont elles ne veulent pas sortir. À ce propos, le psychanalyste québécois que l'on connaît bien à Télématin, on l'a déjà interviewé, Jean-François Vézina, qui est auteur de ce livre « Tout se joue avant 100 ans » et parle si bien de l'importance des hasards, va nous expliquer comment écouter son intuition. Jaune. Bleu. On peut définir l'intuition par cette capacité que l'on a tous de produire, d'avoir des ressentis, d'avoir des idées, généralement nouvelles, sans faire appel en fait notre capacité de raisonnement, c'est-à-dire sans faire de lien logique entre des choses que l'on saurait déjà. Normalement, on a une chance sur 4 de réussir. L'intuition, c'est une réaction créative devant un événement qui s'est présenté à nous. On peut dire que dans la vie, il y a plusieurs rendez-vous, et puis les gens qui sont intuitifs, c'est des gens qui saisissent ces rendez-vous pour aller plus loin. L'intuition est en partie liée au fonctionnement de notre cerveau, et aussi, finalement, à ce qu'on sait aujourd'hui, notre corps, c'est-à-dire dans tous ses organes et ses fonctionnalités. On sait aujourd'hui que l'intuition va passer par le cœur, par les intestins, par l'estomac, par le système nerveux autonome. Pour les gens intuitifs, c'est aussi d'être capable d'entendre ce qui vient du corps aussi. Parce que les gens intuitifs, c'est des gens qui sont ils vivent en démocratie avec leur corps. C'est le corps qui parle à la tête, c'est pas la tête qui parle au corps. Qu'est-ce qui est petit, vert et rond? Donc souvent, on va penser, en fait presque tout le monde pense à petit pois. Pour développer notre intuition, on va avoir un cadre qui va être posé, qui va mettre de côté le raisonnement. Et donc on va utiliser des jeux, des tests, des petites pratiques, des petits exercices pour faire émerger l'intuition. Et donc on va par exemple faire découvrir des choses, travailler les 5 sens, parce que le sensoriel est extrêmement important dans l'intuition, parce que c'est notre outil premier, notre outil corporel pour accéder au ressenti, à l'information. Il faut du courage pour être intuitif, pour entendre l'élan nouveau derrière la peur, pour sentir un nouvel élan, pour aller vers le nouveau monde. Et avoir à faire des deuils parfois, parce que la vie nous présente... Vous m'entendez? Oui. Voilà, alors c'est un petit dernier vous pourrez aller voir sur le site. Vous pourrez aller voir sur le site d'Iris Formation, c'est assez intéressant. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a, je vais passer la parole après à Alexandra là-dessus, tout ce qui est présenté par Iris Formation vient
de travaux qui viennent d'un scientifique enfin, d'un groupe de scientifiques américains de l'université de Stanford qui, dans les années 70-80, ont commencé à s'intéresser au phénomène de pressentiment. Et donc, en fait, ils ont commencé à faire des tests, principalement un test qui a été très, très largement répandu, où ils ont mis devant un écran, ils ont mis un certain nombre de candidats de différentes nationalités, de différentes postures, plein de différents métiers, etc., âge, catégorie socio-professionnelle. Et ils avaient trois boutons devant eux. Ils avaient un bouton ressenti négatif, ressenti neutre ou ressenti positif. Et on demandait aux personnes d'appuyer sur un des trois boutons 5 secondes avant qu'on leur projette une image émotionnellement impactante. Une scène de guerre, une scène de joie, la naissance d'un enfant, ou une scène neutre, un paysage d'une prairie, par exemple. Bah, sur le nombre ces tests ont été réalisés pendant plus de 10 ans et on est arrivé à 83% de réponses exactes sur, je ne sais plus le nombre, mais je crois que c'est plus de 100 000 personnes. Donc c'est un test vraiment qui a prouvé. Et en fait, ce qui est très intéressant, parce que tout ça, ça a été mesuré comment? Par les battements du cœur, par la transpiration, etc., plein de marqueurs corporels. Et donc de ça, dans les années 80, l'armée américaine s'est emparée de ça, a mis des budgets des millions et des millions de dollars pour pouvoir former des personnes pour faire de l'espionnage à distance. Donc cette technique qui s'appelle le remote viewing, la vision à distance. Elle a été utilisée par les services, par le FBI et la CIA jusqu'en 1996, je crois. Et en fait, c'est intéressant puisque on nous apprend un protocole qui passe d'abord par le sensoriel. Donc, on a fait un exercice avec Alexandra qui était assez sympa. Donc d'abord, on pose l'intention, on nous a mis un lieu dans une enveloppe, donc un lieu cacheté, fermé, une photo tirée sur Google, ça peut être un paysage, un lieu, etc. Donc, on met ça, l'enveloppe est cachetée, on la met devant vous. On nous explique que voilà, il faut poser l'intention, c'est-à-dire, voilà, on se dit à l'intérieur de soi-même, on peut le dire verbalement ou dans le silence, on dit voilà, je vais essayer de ressentir comment est ce lieu. Vous voyez, l'intention, c'est pas qu'est-ce que je vais ressentir, enfin, c'est le lieu, identifier le lieu, on s'en fout, c'est plutôt c'est comment si j'étais là-bas. Vous voyez la différence? C'est pas, on fait pas marcher le mental en disant c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, plutôt c'est comment. Donc on pose cette intention-là, on met sur le côté de sa feuille aussi toutes les perturbations, si on a des pensées parasites, si on a envie d'aller aux toilettes, enfin, je sais pas si on a soif ou peu importe. Et après, on va commencer. La première étape, c'est l'étape de contact sensoriel. On va fermer les yeux, ou on peut bouger son corps pour s'aider, et on va dire, voilà, si j'étais dans ce lieu, si je marche, c'est comment? Mais on ne dit pas c'est comment conceptuellement, on va dire c'est comment je marche, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est dur, si je touche des éléments du lieu, est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est rugueux. Donc on va faire une exploration sensorielle dans les cinq sens. Après on va faire une exploration spatiale. On va dire voilà, si je regardais, si j'étais au bon endroit pour voir ce lieu, qu'est-ce que je verrais comme forme, etc. Mais l'idée c'est que dès qu'on assemble des concepts, si par exemple, comme le disait sur la vidéo Alexis, si c'est rond, petit et vert, on pense tout de suite à un petit pois. Et ça peut être plein d'autres choses. Et on va tout au long, comme ça, cheminer. On va faire des croquis, etc. Donc, il y a un cheminement qui est très, très clair. Et moi je suis tombé sur une image où j'ai vu des choses en escalier, j'ai vu quelque chose de circulaire, de dur, de froid. Et donc, après, j'ai ouvert. Alors, bien sûr, j'ai pas deviné complètement ce que c'était, mais j'ai eu des perceptions fragmentaires et assez troublantes d'ailleurs de la perception, puisque c'était un cirque gallo-romain. Donc, des formes en escalier, quelque chose de circulaire, de froid, d'empire. Tu veux partager un peu ce que tu as vécu, Alexandra, peut-être? Oui, alors moi pour l'instant je vois pas trop le pont avec le vin parce que quand on goûte un vin on a un liquide. Tiens, on a Nathalie qui travaille sur qui met un mot peut-être intéressant pour partager. Mais quand on travaille avec le vin, c'est deux êtres vivants, le vin et nous, qui rentrons en contact. Et donc, forcément, il en ressort des choses. Par contre, ce que je retiens de ce qu'on a vécu avec Iris, qui eux font ça de manière très scientifique, etc., c'est c'est très déstabilisant. L'idée, c'est de dire, OK, alors c'est entendable ou pas, hein, mais enfin.
L'espace est rempli d'informations et si on déconnecte le mental et qu'on devient juste à l'écoute de tout ce qui nous passe par la tête, de tout ce qui nous vient, si on est à l'écoute de la réception des informations qu'on a, auxquelles on fait jamais attention parce qu'on est constamment dans le mental, je dois faire ci, j'ai oublié de rappeler un tel, je dois aller là-bas, je dois mettre mon GPS, nanana. Et si on fait abstraction de ça, on devient récepteur d'une information et étrangement, ce qui sort, c'est juste. Alors, je peux pas en dire beaucoup plus parce que j'ai découvert cette technique, puis c'est pas en 3 jours que je peux prétendre avoir en main la méthode. Mais ce que j'en retiens et ce qui est très intéressant à partager, c'est que on est en 2024, mais on est à des années-lumière d'une grande connaissance du monde qui nous entoure et du monde invisible, de ce que l'on voit pas et de ce qui est pas palpable. Et il y a vraiment un truc, quoi. On est loin de la connaissance de nos capacités à percevoir et à réceptionner des informations. Et ça, voilà, c'est l'élément. En tout cas, ça pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, Alexis Champion et Marie-Estelle Courvel, qui dirigent les Intuitions, travaillent pour des établissements, ils travaillent pour l'équipe de football. Ils font travailler les footballeurs, les entraîneurs de Ligue 1 et l'équipe de France sur de la prise de décision instantanée, intuitive. Ils travaillent avec le CNRS sur la recherche d'épaves. Ils ont fait des missions également pour des personnes disparues, sur de la recherche voilà, sur de la recherche de personnes disparues, etc. Donc voilà, ils travaillent pour des entreprises où ils font de la recherche intuitive sur de la stratégie, dont des entreprises du CAC 40. Donc voilà, c'est des choses qui sont très sérieuses, très fondées avec de la data. Donc ce qui est intéressant, nous, on se rapproche, on est en train de se rapprocher d'Iris pour pouvoir compléter notre approche de l'intuition et aussi expliquer et que finalement, tout ça, c'est pas que un truc poétique. Il y a aussi de la data, il y a aussi des choses qui se répètent. Je vais juste peut-être lire les commentaires dans le chat. Nathalie, tu dis, voilà, pour couper le raisonnement, je travaille à faire déguster le vin sous hypnose. Ouais, c'est intéressant ça. Hypnose, c'est un état modifié de conscience. Tu veux peut-être dire un petit mot là-dessus, Nathalie? Si tu as envie, hein. Donc, tu allumes ton micro en bas à gauche. Cliquer Pardon, excusez-moi, je cliquais en haut à gauche. Ta participation, comme ça, on te prend au pied levé, hein. En fait, je suis praticienne, maître praticienne en hypnose. Je suis hypnothérapeute à la base depuis 5 ans. Et j'ai développé ce côté de éveil de la sensorialité, justement en aidant mes clients à couper le mental. Pour ça, je le faisais pour la partie thérapeutique. Mais finalement, on s'aperçoit que les gens sont vraiment dans le mental, dans leur tête. Et quand on leur demande ce qu'ils ressentent, ils savent pas trop. Et l'état hypnotique amène à vraiment, comme vous dites, se concentrer à l'intérieur et en plus, avec les suggestions, à amplifier la captation de ce qu'ils dégustent. Et, donc, et les résultats, comment les personnes se sentent? Je dirais pas en termes de résultats de discrimination, parce qu'on n'est pas dans la recherche d'une performance, mais est-ce que... Non, ils sont surpris en fait. Ils sont surpris parce que on va dire les arômes leur viennent, mais par le biais des mémoires olfactives et gustatives, c'est-à-dire des souvenirs. Donc Mais ils sont surpris aussi à trouver les arômes. Les derniers ateliers, c'était le muguet et la violette, mais c'était parce que une personne allait dans un champ de fleurs, elle avait remarqué les fleurs blanches, etc. Elle faisait son voyage sensoriel en état hypnotique. Et une autre personne a été sur les agrumes parce elle faisait du vin d'orange avec son grand-père dans le jardin, etc., etc. Mais l'état hypnotique permet d'aller encore plus vite et plus facilement. Les gens se laissent guider très facilement. merci Nathalie pour ce partage d'expérience, c'est super gentil. Merci. Gilles nous dit, voilà, que je suis d'accord sur la dimension invisible que nous ne maîtrisons pas du tout. Oui, en effet, je suis d'accord. Quelle prétention des fois qu'ont les hommes en disant ce que je ne peux pas expliquer n'existe pas. Hein, quand on se compare à l'échelle de l'univers, ça amène à réfléchir, hein, sur la posture d'humilité. Thierry nous dit, est-ce que l'intuition ne passe pas aussi par le cœur? Écoutez son cœur, bien sûr. Parce que le cœur fait partie du corps. Donc, voilà. Intéressant, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que on a un de nos anciens apprenants qui peut nous raconter
un truc un peu particulier qu'il a vécu, ou Alexandra, un truc un peu particulier qu'il a vécu en dégustation intuitive. Alors, moi, si je me permets, je prends juste la parole 2 secondes, mais c'est vrai que ce qu'on vient de voir là, moi, je trouve ça forcément très intéressant. Après, c'est quand même le fonctionnement du cerveau normal que de filtrer au maximum toute la journée des choses, parce que sinon, on ne vivrait pas si on devait être complètement des Ouais. passoires ou des éponges à tout ce qui se passe, hein. Donc, c'est quand même ce fonctionnement. Donc, c'est intéressant dans un cadre bien particulier de s'amuser à se déconnecter un petit peu de ça pour aller un peu plus loin dans le truc. Mais voilà, il faut pas imaginer. Enfin, c'est normal et c'est tant mieux quand même que notre cerveau filtre, quoi. Ah, ben, Euh, heureusement. Ah, ben oui. oui, oui, bien sûr. Et donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est là où j'ai pas un petit souci, mais j'ai des questionnements aujourd'hui entre le travail sur lequel vous allez et puis ce qu'on ressent, etc. C'est que jusqu'à présent, tout ce qu'on a dit, c'est très lié finalement à l'émotionnel. Et cette partie-là, je l'aime bien parce qu'elle renvoie au fond de soi. Et puis on prend du plaisir, on prend un peu de distance, on prend le temps. Et on est vraiment sur un petit voyage intérieur presque intimiste, etc. Et un rapport au vin qui vraiment va vers l'émotion. Ça, j'aime bien parce que c'est assez individuel et puis on peut pas juger. Je trouve ça vraiment très intéressant. Dès lors qu'on essaye d'aller sur la prémonition, par exemple, ou des sensations un peu trop poussées, sur des choses comme ça, c'est là où on va dire que j'ai presque voilà, je demande à prendre du temps, à regarder un petit peu, parce que par exemple, le projet dont il a été question tout à l'heure là sur les années 70 américains, c'est le projet Stargate, qui a été repris après par la CIA, etc. Mais ça a été fermé une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années plus tard, quelque chose comme ça, parce que manque de données un peu probantes quand même sur l'ensemble de leurs choses. C'est bon, ça reste quand même des trucs sujets à caution qu'il faut encore creuser. Mais c'est vrai que Oui, par rapport au vin, j'aime bien la partie vraiment émotionnelle de l'aspect intuitif. Mais je ne sais pas comment, c'est intéressant de regarder comment vous voulez aller un peu plus loin avec Iris. pour l'instant, si tu veux, on ne sait pas, pour être clair. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. On n'a pas de réponse, on a découvert ça il y a 3 semaines de façon profonde. Mais en fait, justement, juste pour répondre sur ta remarque qui est extrêmement pertinente sur la notion des émotions. Tu vois, nous en fait, Idriss et nous, on travaille sur deux sujets complètement différents. Nous, on travaille sur une expérience qui est, comme le disait Alexandra, qui est vécue. C'est-à-dire que nous, on est Ouais, en contact, olfactivement ou gustativement, on est en contact corps à corps, je veux dire, avec le vin. ouais, bien sûr. Et on est en présence de l'expérience physique. Et en fait, notre objectif à nous, c'est à travers le champ émotionnel et le champ des perceptions sensorielles, Ouais, d'aller faire un pont entre un monde qui va faire rentrer le dégustateur dans une compréhension simple et émotionnelle du vin, pour ensuite essayer de trouver des ponts de façon un peu empirique, un peu chacun fait sa sauce, voilà, j'ai telle image, j'ai telle sensation, ça peut peut-être être ça dans le vin. Donc ça, c'est une connaissance empirique finalement, qui est une invitation pour chaque dégustateur à écrire son propre guide de perception. Voilà. Ça, c'est le travail qu'on fait. Et eux, ils sont sur un travail complètement différent. C'est-à-dire qu'ils sont, entre guillemets, hors expérience. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'expérience physique proposée. Et ils ont et donc ils posent une intention et ils vont interpréter des ressentis du corps. Mais eux, par contre, tu vois, ils ont parce que eux, en fait, ça ne les intéresse pas que celui qui fait l'expérience. Dans notre cas, nous, c'est le dégustateur. On pourrait appeler ça l'intuiteur, dans leur cas à eux. oui, bien sûr. Ils n'ont pas d'intérêt à ce que l'intuiteur découvre comment il perçoit, en fait, tu vois. C'est pas leur sujet. Eux, leur sujet, Oui, ils posent une question, ils disent, voilà, j'ai un lieu dans une enveloppe, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que ça peut être? Tu vois? Donc c'est un sujet différent. Et d'ailleurs, Alexis et Marie-Estelle, qui sont des types, enfin, qui sont un gars et une fille hyper sympa, ils ont dit, voilà, nous, on va, pour enrichir l'expérience de ce qu'on fait, on va proposer à nos stagiaires dans nos formations qu'ils goûtent du vin, qu'ils goûtent un thé, pour que ça soit plus concret pour eux. Tu vois, donc en fait, il y a des ponts qui vont se tisser. Pour être franc, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. En tout cas, moi, je trouve que le traitement des émotions qu'ils ont est intéressant. Ils ont une position très catégorique où eux, tout ce qui est émotionnel, ils le dégagent. Enfin, ils le dégagent. Ils le mettent de côté puisqu'ils ne, ouais, ils ne considèrent pas ça comme intuitif puisque ça appartient, enfin, c'est coloré de la perception de chacun. oui, bien sûr, ouais, ouais. Tout le monde a des objectifs différents, mais c'est intéressant parce qu'on va faire des ponts, je pense, entre les deux. En effet, moi, je vois pas comment l'intégralité de leur méthode, tu vois, sur faire de la préconition de vin, c'est pas, enfin, nous, c'est pas notre boulot, c'est pas ce qu'on nous demande, c'est pas ce pourquoi on est là. Mais en tout cas,
Ça peut, enfin, tu vois, cette gestion de l'émotion, tu vois, j'aime bien parce que quand on fait une dégustation active, on guide assez peu les personnes. On dit, voilà, vous mettez les yeux, bandez avec machin et vous Bien marquez. sûr. Ce qui peut être intéressant dans leur protocole, c'est de prendre des questionnements en disant, voilà, quand vous sentez le vin, quand vous mâchez le vin, qu'est-ce qui se passe exactement? Où est-ce que ça résonne? Tu vois, de guider peut-être un petit peu plus. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, on en Ouais, est je là. comprends. Mais en tout cas, enfin, moi, ce que je trouve, et c'est ce qu'on aime beaucoup au sein de Centre de l'information, au sein de l'école, c'est la recherche et le développement. C'est un truc qui nous passionne. Moi, je suis un assoiffé enfin, je trouve que, et Alexandra l'a dit avec beaucoup de justesse, on est à l'aube et j'aimerais juste revenir là-dessus, c'est important, puisque la dégustation, comme on la connaît aujourd'hui, cette dégustation des arômes, etc., c'est une dégustation qui est très récente, puisqu'elle a été instaurée par Jules Chauvel-Liénot dans les années 50-60. Ouais. Nous, on fait partie, comme vous le savez, du groupe de la Revue des Vins de France. On a accès à tous les commentaires de dégustation de la Revue des Vins de France depuis 1927. Vachement intéressant. Il y a un historien à Dijon, il me pardonnera, il a fait une thèse magnifique là-dessus, donc j'ai perdu son nom, je m'en excuse de ne pas pouvoir le citer, enfin, je le cite, c'est lui qui a fait le boulot. Et on voit que dans les commentaires des années 27, 30, etc., les arômes, on en parle très peu. On parle énormément de la dimension tactile. Bonsoir. Au revoir. On parle de la dimension tactile du vin euh, dans la notion géosensorielle, tout ça, mais on parle aussi énormément de la dimension émotionnelle. Ouais. Et je trouve que et finalement, la dégustation intuitive, elle est très belle parce que, comme tu disais, Benjamin, on va dans cette dimension intuitive, personnelle, émotionnelle. C'est un peu un voyage de reconnexion avec son intériorité. Et je trouve que les trois méthodes, ben, elles offrent une vision de trois pièces, comme le disait Alexandra. Puis je te passe la parole à Alexandra, parce que ça va être l'heure de l'apéritif. Je voudrais pas embêter nos amis trop longtemps, parce qu'il va être grand temps de boire un verre. Vas-y, Alexandra. Non, je voulais juste conclure, c'est l'échange qu'on a eu sur le chat aussi avec Nathalie il y a 2-3 minutes. Finalement, la racine, l'essence même de la dégustation intuitive, sensible, autrement, euh, pour moi, c'est c'est rentrer en contact avec le vin. Je vais faire une métaphore. Dans l'univers du fromage, la différence entre un caprice des dieux, un fromage fermier qui aurait une microbiotique et qui serait à fermentation, qui serait un fromage de terroir, la différence entre un pain au levain et, vous savez, la baguette en plastique qui se plie quand on la coupe, etc., elle est très nette en gastronomie. Vous voyez la différence entre un poulet de batterie et un vrai poulet fermier qui a couru au niveau nutritionnel, etc., c'est très évident. Dans le vin, on ne sait pas. Et c'est très difficile de savoir. Et tout le monde pense que derrière une belle étiquette, il y a un petit paysan avec son béret et sa baguette de pain. Eh bien, la dégustation intuitive, pour moi, cette posture dans la dégustation, elle amène à ça, à, à la seule possibilité qu'on a pour savoir de si on est en train de si on rencontre un vin qui est au vin, ce que Babybel est au fromage, et on a le droit d'aimer le Babybel, d'en manger, d'en acheter, il n'y a aucun jugement là-dessus. Juste qu'on sache en conscience à quoi ça correspond et ce qu'on est en train de rencontrer. Eh bien, la dégustation intuitive, elle peut amener à ça, il y a une phrase que j'adore et j'arrêterai là, est-ce que est-ce que le vin a la gueule de l'endroit où il pousse et les tripes de celui qui l'a fait? Jacques Puiset. Basta. Ouais, Jacques Rigaud. Jacques Puiset. Et je terminerai. D'abord, je vais dire un grand merci à Alexandra, à Christian, à Maël, à Benjamin, à Nicolas, à Séverine et à Jasmine et à Victor et à Pauline d'avoir été présents avec nous. Nous, on va continuer, on va boire l'apéro joyeusement. En tout cas, voilà, on se retrouve prochainement. Je ne sais pas encore le thème, mais ça devrait être un truc assez sympa. Voilà. Au mois de mai. Donc, en tout cas, Lucie, un grand merci. Et puis, je termine par la magnifique une autre phrase de Jacques Puiset que j'adore, si on sait être humble, la vie est un festin. Je vous embrasse toutes et toutes. Merci à tout le monde. Merci de votre fidélité. On avait 300 personnes inscrites qui vont recevoir le replay. On les salue. Merci de votre fidélité, votre amour du vin, votre amour de la vie. Et portons haut ensemble les couleurs du vin de vigneron. Voilà, dans nos caves, dans nos restaurants, dans nos caves à vin, dans nos verres. Merci à vous toutes et à vous tous. À bientôt.